Bonjour, bienvenue à cette capsule du chapitre 4 qui concerne les mécanismes réactionnels. Donc, on en a déjà vu un petit bout dans une capsule précédente. Là. On va maintenant s'attarder un peu plus spécifiquement. Les mécanismes réactionnels, vous allez voir, c'est comment les électrons se déplacent à l'intérieur d'une réaction pour expliquer comment on fait pour passer des réactifs aux produits. Les démarches semblent relativement simples. Par contre, vous allez voir qu'avec la pratique, là, au début, c'est pas être difficile. Donc, plus vous allez en faire, plus ça va devenir facile. Donc, je vous invite à en faire le plus possible. Si jamais vous n'en avez pas assez dans les exercices dans l'atelier, là, ça va me faire plaisir de vous en donner d'autres. Donc, il y a deux types d'exercices qu'on va voir. Donc, soit qu'on vous donne les flèches, on vous demande de faire les produits qui sont formés, ou on vous donne les réactifs puis les produits formés, puis on vous demande de dessiner les flèches par rapport à ça. Dans votre manuel, on vous donne certaines étapes à suivre. C'est ce que j'ai utilisé pour faire la capsule. Évidemment, ça fonctionne relativement bien dans la majorité des cas. Il y a des cas où des fois c'est un peu plus subtil. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire de nombreux exercices. Donc, je vous amène à la présentation. Ça. Donc, on est toujours dans le chapitre 4 qui concerne la réactivité chimique. Donc, on va revenir un peu sur certains éléments qu'on a déjà vus dans les capsules précédentes. Donc, vous avez ici la représentation générale d'une réaction en chimie organique. Donc, le réactif réagit avec le substrat. Vous avez vos conditions expérimentales et vous avez les produits formés. On avait donné un exemple ici, donc d'un substrat qui est souvent la grosse molécule organique, le réactif qui est généralement plus petit, avec des conditions et les produits formés. Donc, ça reste toujours vrai. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'en fait, le substrat et le réactif peuvent être soit des électrophiles, soit des nucléophiles. Donc, ce qu'on a déjà abordé dans la capsule précédente là, concernant les types de réactifs. Donc, le nucléophile et l'électrophile peuvent être le substrat et le réactif. Donc, le substrat peut être électrophile, le substrat peut être nucléophile, le réactif peut être nucléophile, le réactif peut être électrophile. Donc, c'est pas parce que tu es un substrat que tu as nécessairement une catégorie de réactifs, puis c'est pas parce que tu es le réactif que tu as nécessairement la même catégorie. Donc, dans les réactions en chimie organique, il y a toujours un nucléophile et un électrophile. Peu importe que ce soit le substrat ou le réactif, ça va toujours fonctionner. Donc, qu'est-ce que c'est le mécanisme réactionnel? Donc, on est dans la section 4.6 concernant les premiers cas mécanistiques. Donc, on va voir encore une fois les grandes étapes des mécanismes. Dans les chapitres qui s'en viennent, on va voir des mécanismes plus spécifiques. Donc, qu'est-ce que c'est un mécanisme? C'est la représentation des transformations qui surviennent au cours de la réaction. Donc, comment est-ce que les électrons se déplacent pour passer des réactifs aux produits? Et encore une fois, c'est super, super, super important. C'est toujours les électrons qui bougent. Donc, jamais les atomes, jamais les charges positives, là. C'est vraiment les électrons. Et lorsque vous allez faire des mécanismes, là, surtout si on le fait en version présentielle, là, ça va être super important d'être précis, de dire c'est tel électron qui bouge, qui s'en va sur tel atome. Là. Donc, soyez précis dans vos déplacements de flèche, là, le point de départ de votre flèche et le point d'arrivée de votre flèche. Il faut être très précis, sinon vous allez perdre des points. On a vu deux types de flèches, donc déplacement de deux électrons lorsque la flèche est complète, déplacement de un seul électron lorsque la flèche est demi, donc une demi-pointe. Vous avez ici le mécanisme ou ce qui se passe en général dans un mécanisme. Donc, vous avez le Nu qu'on appelle le nucléophile, donc celui qui a tendance à donner les électrons. Donc, on a vu les différents types de nucléophiles dans la capsule précédente. Et vous avez l'électrophile qui est celui qui reçoit les électrons. Donc, encore une fois, là, on ne parle pas dans ce cas-ci de substrat et de réactif. Là. Donc, le nucléophile, ça peut être votre substrat, ça peut être votre réactif. Même chose pour l'électrophile. Ça peut être votre substrat ou ça peut être votre réactif. Et souvent, le nucléophile et l'électrophile vont se combiner ensemble pour faire un produit ici. On a appelé NUE, ça fait NU. Ça va? Et c'est important, là, c'est toujours, encore une fois, les électrons qui bougent. Donc, vous ne partez pas du plus pour aller chercher les électrons. C'est les électrons qui vont aller attaquer l'électrophile. Donc, Nu symbolise le nucléophile, donc celui qui a tendance à donner des électrons, ce qu'on appelle aussi la base de Lewis, donc une base qui donne des électrons. Et l'électrophile, celui qui a tendance à capter les électrons,
qu'on appelle aussi l'acide de Lewis. Et vous voyez que la flèche va toujours du nucléophile vers l'électrophile, donc des électrons qui veulent être donnés vers celui qui veut recevoir les électrons. Et non le contraire. Ne faites pas la flèche dans l'autre sens, ça ne sera pas bon. Donc, je vous donne quelques règles que votre manuel vous donne pour vous aider. Donc, on vous dit parmi les réactifs, donc ça peut être, on parle de réactif, mais ça peut être le réactif ou le substrat, vous devez déterminer lequel est le nucléophile. Donc, on a vu les différentes catégories nucléophiles, là, lesquels sont plus forts, lesquels sont moins forts. Et une fois que vous avez identifié votre nucléophile, vous devez identifier c'est quoi les électrons qui vont avoir tendance à bouger. Donc, c'est quoi l'atome qui est le plus riche en électrons. Donc, vous avez ici l'exemple numéro 1. Donc, vous avez deux molécules. Donc, on voit ici à gauche, c'est le substrat. À droite, c'est votre réactif. Donc, vous devez identifier lequel est le nucléophile. Il y a des petits électrons qui me manquent là. Je pense que j'ai fait apparaître plus tard. Donc, vous voyez ici, vous avez une molécule qui est non chargée. Vous avez une molécule ici qui est chargée. Avant de commencer, je vous invite toujours à mettre les doublets libres qui vous manquent. Donc, on se rappelle que carbone, oxygène, halogène comportent toujours 8 électrons. Donc, vous voyez qu'ici, l'oxygène n'a seulement que 4 électrons. Votre carbone, il y en a 2, 4, 6, 8. Là. Chaque liaison, c'est 2 électrons. Donc, autour du carbone, ici, je suis correct. J'ai mes 8 électrons. Autour de l'oxygène, on voit qu'il me manque 4 électrons, donc je vais les ajouter. Et même chose ici pour l'oxygène. Là. Normalement, il y aurait avoir 8 électrons. J'en ai déjà mis 2 qui n'auraient pas dû apparaître là. Il y a déjà 2 électrons, donc il me manque 6 électrons autour de l'oxygène. J'en ai déjà placé 2. Donc, si on place les doublets libres, ça ressemblerait à ça ici. Donc, je vous invite toujours là, à mettre les doublets libres. Ça va toujours être plus facile de voir le mouvement des électrons. Donc, si je reviens à mon substrat puis mon réactif, vous voyez que vous avez ici votre réactif qui a une charge négative, votre substrat qui n'a pas de charge. Donc, vous voyez que dans ce cas-ci, le réactif, c'est un nucléophile plus fort que votre substrat. Parce qu'il est chargé, là, dans les critères, on a vu que quand c'est chargé, le nucléophile est plus fort. Donc, celui-là, ça va être votre nucléophile. Et on va voir que celui qui a tendance à donner des électrons, là, on voit que c'est l'oxygène parce que c'est là que sa charge négative est placée. Pourquoi il y a une charge négative? On se rappelle des charges formelles. 6 électrons de valence, moins 6 électrons libres, moins une liaison, ce qui fait moins 1. Donc ça, c'est la première règle. Identifiez votre nucléophile et identifiez l'atome qui a tendance à céder le plus possible, céder le plus ses électrons. Deuxième règle, parmi les réactifs, déterminer lequel ou lesquels, ben, ça va être lequel qui est l'électrophile et cibler celui qui est le plus pauvre en électrons. Donc, une fois que vous avez identifié votre nucléophile, ben, l'électrophile, normalement, ça devrait être l'autre. Et vous devez cibler où est-ce que votre nucléophile va vouloir attaquer. Donc, vous voyez à gauche, ça va être mon nucléophile. Oups, mon nucléophile. Où est-ce que je vais avoir tendance à attaquer? Mais vous voyez qu'il y a une différence d'électronégativité ici entre le carbone et l'oxygène. Et le carbone est moins électronégatif que l'oxygène, de sorte que les électrons ont tendance à être attirés par l'oxygène. Donc, je vais avoir des charges partielles. Donc, une charge partielle négative sur l'oxygène, une charge partielle positive sur le carbone. De sorte que dans mon composé ici, où est-ce que je suis le plus pauvre en électrons? C'est le carbone qui est ici. Donc, lui, c'est mon électrophile. Avec une différence d'électronégativité entre mon C et mon O. Étape suivante, on vous dit de tracer la flèche qui va unir le nucléophile à l'électrophile. Super important d'être précis dans la position des flèches. Donc, de où est-ce que ça part, vers où est-ce que ça arrive. Et autre chose qui est super importante, il ne faut pas changer les règles des structures de Lewis. Donc, on se rappelle que carbone, oxygène, azote, halogène ne peuvent pas avoir plus que 8 électrons. Donc, si jamais il y en a plus que 8, c'est parce que vous devez encore bouger des électrons. Donc, toujours respecter le maximum de 8 électrons. Ils peuvent en avoir moins. À ce moment-là, ils vont avoir des charges. Donc, si je fais ma flèche, donc c'est toujours du nucléophile vers l'électrophile. Donc, c'est toujours de l'atome qui est riche en électrons. Donc, dans ce cas-ci, ça va être mes doublets libres qui vont bouger. Et on va aller vers l'atome le plus pauvre en électrons de l'électrophile. Dans ce cas-ci, c'est mon carbone. Donc, ma flèche, il faut être précis.
je pars du doublet libre et je m'en vais vers le carbone. Donc, il ne faut pas faire la flèche à partir de la liaison. Il ne faut pas faire la flèche dans les airs. C'est vraiment du doublet libre qui se dirige vers l'atome précisément, le carbone qui est ici. Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas précis, on va enlever des points. Donc, si je fais ça, bien, à ce moment-là, je vais créer une nouvelle liaison parce que j'ai deux électrons qui vont créer une liaison entre le C et le O. Sauf que si j'ajoute une nouvelle liaison, mon carbone qui est ici va se retrouver avec 2, 4, 6, 8, 10 électrons autour de lui. On vient de voir, bien, on a déjà vu que le carbone ne peut jamais avoir plus que 8 électrons. Donc, il n'y en aura certainement pas 10. Donc, il faut s'organiser pour baisser son nombre d'électrons. Et c'est souvent la liaison pi, ou la deuxième liaison, qui va nous aider à faire ça. Donc, la liaison pi qui est une liaison plus faible. Donc, dans ce cas-ci, elle va se déplacer vers l'atome le plus électronégatif. Donc, vous voyez que si je prends ma deuxième liaison ici, puis je l'envoie vers l'oxygène, mon oxygène maintenant va se retrouver encore avec ses 8 électrons et mon carbone va revenir avec 8 électrons. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, toujours respecter la règle de l'octet. Là, carbone, jamais, jamais, jamais dépasser les 8 électrons. Donc, c'est le mécanisme que je vais voir. Donc, l'oxygène attaque le carbone. Le carbone se retrouve maintenant avec trop d'électrons. On prend la liaison double. On la voit sur l'atome le plus électronégatif. Donc, étape 4, dessiner le ou les produits formés. Des fois, il peut en avoir plus qu'un, en vous assurant que toutes les règles de structure de Lewis sont respectées. Donc, souvent, les règles, là, comme j'ai dit, carbone, 8 électrons maximum, oxygène, 8 électrons maximum, azote, 8 électrons maximum, halogène, même chose. Le seul qui est souvent moins que 8, c'est l'hydrogène. L'hydrogène peut en avoir seulement que 2. Mais tous les autres, là, en chimie organique, c'est souvent 8 le maximum. Et autre chose importante, vous devez indiquer les charges formelles si jamais il y en a qui sont présentes. Donc, vous avez ici le produit formé. Donc, vous voyez, mon double libre est venu faire une liaison avec le C. La liaison double est rendue sur le O. Donc, je suis rendu comme ça ici. Où est-ce qu'ils sont rendus mes doublets libres? Donc, vous voyez que l'oxygène en a pris 2 pour faire la liaison, qui est ici. Donc, il me reste encore 2 doublets libres sur l'oxygène. Et l'oxygène d'en haut ici, ben, j'ai déjà une liaison et j'ai envoyé un autre 2 électrons sur l'oxygène, de sorte que l'oxygène du haut devrait maintenant avoir 3 doublets libres. Je pense que c'est ça que j'ai fait, comme ça ici. De sorte qu'on voit que l'oxygène ici est toujours avec 8 électrons, donc 2, 4, 6, 8. Le carbone a toujours ses 8 électrons, 2, 4, 6, 8. L'oxygène aussi, 2, 4, 6, 8. On doit maintenant indiquer les charges formelles, donc charge formelle qui est nombre d'électrons de valence, moins le nombre de liaisons, moins le nombre d'électrons dans les doublets libres. Donc, si on regarde ici l'oxygène, 6 électrons de valence, moins 2 liaisons, moins 4 électrons libres. Donc, lui, je suis à 0. Le carbone, 4 électrons de valence, moins 4 liaisons, je suis à 0. L'oxygène du haut, 6 électrons de valence, moins une liaison, moins 6 électrons libres. Vous voyez un petit indice là. Donc, oxygène 6, moins 1, moins 6, de sorte que vous avez une charge formelle sur l'oxygène qui est de moins 1. Donc, on doit l'indiquer. Donc, ça, vous avez ici l'ensemble du mécanisme pour cette réaction-là. Donc, le nucléophile qui est identifié, l'électrophile qui est identifié, les flèches qui passent du nucléophile vers l'électrophile, de l'atome le plus donneur d'électrons vers le plus pauvre en électrons. On s'assure de respecter l'ensemble des règles pour les structures de Lewis. Et à la fin, on indique les doublets libres et les charges formelles. Donc, ça, c'est l'exemple numéro 1. Deuxième exemple, oups, les nucléophiles et l'électrophiles apparaissent déjà. Donc, vous avez deux molécules, le NH3 avec le BF3. J'ai déjà mis les doublets libres. Normalement, il n'apparaîtrait peut-être pas nécessairement. Là. Donc, on s'assure que l'azote a ses 8 électrons, les halogènes aussi. Pourquoi le bore n'en a pas 8? Donc, on se rappelle de chimie générale que certains atomes qui peuvent avoir moins que 8 électrons, donc les principaux, le bore, beryllium, aluminium, zinc, ils sont stables en ayant moins que 8 électrons. Vous pourrez retourner voir votre manuel de chimie générale si vous l'avez toujours. Là. Il y a une section spécifique pour les atomes qui ont moins que 8 électrons. Je pourrais même vous dire la page là, si jamais vous la cherchez.
Donc, bore, beryllium, aluminium, zinc, c'est des principaux. Donc, le bore, il est stable en ayant moins que 8 électrons, sauf qu'il est quand même déficitaire. Donc, même s'il est stable, on voit qu'il a tendance à vouloir accepter des électrons pour pouvoir respecter la règle de l'octet, de sorte que votre bore, c'est votre nucléophile, donc il a tendance à attirer les électrons, et votre azote, qui est votre nucléophile, donc tendance à vouloir donner des électrons. On aurait pu penser que le fluor était un nucléophile, sauf que le fluor, il est très électronégatif. Donc, il a tendance à vouloir garder les électrons pour lui. C'est le plus électronégatif du tableau périodique. Donc, ce n'est pas un très bon nucléophile. L'azote, son électronégativité est beaucoup plus petite. Donc, l'azote est un meilleur nucléophile que le fluor. Donc, votre azote, c'est votre nucléophile. Et le bore, dans ce cas-ci, c'est votre atome pauvre en électrons qui va être électrophile. Ma flèche va toujours du nucléophile vers l'électrophile. Oups, donc j'ai été trop vite. Donc, vous voyez, votre flèche va de là vers là, comme c'est ici, donc du site où est-ce qu'il y a beaucoup d'électrons vers le site où est-ce qu'il y a moins d'électrons. On va créer une nouvelle liaison entre l'azote et le bore. Donc, votre nouvelle liaison est ici. Et vous avez aussi des charges formelles. Donc, l'azote, normalement, 5 électrons de valence moins ces 4 liaisons, ce qui donne une charge formelle positive. Le bore, 3 électrons de valence moins 4 liaisons, donc une charge formelle négative. J'ai indiqué mes doublets libres. Il m'en manque. Oups. Il m'en manque sur le fluor ici. Là. Je pense que je vais recommencer finalement.